Bon, ben, il semble que j'ai un problème de caméra, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? 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 Bon. Bon. Ah, quand même. Nanou, Nan. Bonsoir. Ah, Lila Lister. Oui, bon. Donc, il y a du monde qui arrive. Xavier, bonjour. Donc, il y a du monde qui arrive, ben, c'est bien. Sandrine, bonsoir. Nabil, bonsoir. The number of people watching your video is increasing. 25 people, wow. Bonsoir Hassan Natresh. Anas Boucherich, bonsoir. Donc voilà, je suis de retour. J'ai passé une semaine au Maroc. Ça a fait une coupure avec les auditeurs de presque 2 semaines ou plus. Bonsoir Lila. Alors le sujet ce soir, c'est Trump qui apporte la paix en Palestine. Attention, défense de rire. Fauzi Habitat, bonsoir. Gonzalo Navarro, bonsoir. Bonsoir Mounir. Donc voilà, j'étais au Maroc, j'ai fait une conférence à Rabat sur le sionisme, l'ennemi du sioniste qu'il faut combattre, c'est-à-dire c'est lui ou nous. Donc je vous invite à aller la regarder. Et puis j'ai vu des amis, des journalistes, voilà, ça fait du bien de retrouver son pays, enfin bon, l'atmosphère. Bien, eh ben, vous les saluez de ma part, Lila. Amara, bonsoir. Yves, j'ai la blague. Ben, il faut bien rigoler un peu quand même, non? Bon, eh ben, on va commencer. Je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis content de vous retrouver, de nous retrouver pour ces rendez-vous réguliers, 1 ou 2 fois par semaine, pour traiter de l'actualité, des sujets qui vous intéressent. Donc il y a déjà quelqu'un qui me dit qu'est-ce que je pense de ce qui se passe au Maroc. Il se passe beaucoup de choses. Alors je ne sais pas à quoi il fait allusion, ou elle fait allusion, Anas. Alors, donc j'aimerais juste vous dire 2 mots sur ce qui s'est passé à Manchester. Ce n'est pas du tout pour revenir sur l'attentat et les commanditaires, etc. Vous connaissez mes opinions là-dessus. J'aimerais juste vous dire comment, voilà un exemple,
comment, quand on possède les moyens d'information, comment on peut contrôler à peu près les 4/5 des gens. Oui, d'accord, oui, j'ai compris. Les manifs d'Hiroshima et du RIF, bon, j'espère y revenir après. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, enfin, tous les médias étaient mais terriblement indignés de la cruauté, de l'inhumanité, etc. Enfin bon, on a tout entendu. Bon, certes, il y a eu 22 morts, des jeunes, des innocents, enfin, bien sûr, c'est triste, mais je rappelle seulement que les Américains ont assassiné ou causé la mort d'1 demi-million d'enfants irakiens, des enfants, à cause de l'embargo, et que personne ne les a traités de sauvages, etc. Enfin bon, voilà. Donc, encore une fois, ce sont les musulmans qui trinquent, parce que l'amalgame est vite fait. Ce qui nous ramène indirectement au sujet. Parce que finalement, il y a ce complexe qu'on essaye, cette chape, ce sentiment de culpabilité qu'on essaye de mettre sur les musulmans et sur les pays arabes et sur les Palestiniens, pour leur dire, bon, voilà, si vous résistez, si vous ne vous soumettez pas, si vous ne combattez pas le terrorisme, ça veut dire que vous êtes complice. Et donc, c'est une façon de pousser les Arabes et les Palestiniens à plus de compromis. Remarquez, on n'a pas besoin de trop les pousser pour s'aplatir devant l'Amérique et devant Israël. Je crois que c'est terrible à dire, mais au Maroc, j'ai remarqué une chose, et la lecture d'un numéro de Souffle, vous savez, la revue progressiste, gauchiste de Abdellatif Labi. En 1969, ils ont consacré un numéro spécial à la Palestine. Et je l'ai eu par Internet. Et on m'a rappelé qu'en 2002, il y avait 100 000 personnes qui manifestaient à Casablanca, ou en 2000. Et j'ai réalisé à quel point, même au Maroc, la Palestine est de moins en moins un sujet porteur, malheureusement. C'est-à-dire peu mobilisateur. Bon, c'est vrai que les gens ont beaucoup de problèmes, des problèmes de chômage, de corruption, de santé. Quelles deux ogives? Kader, Israël a 200 ogives nucléaires dirigées sur l'Europe. Mais bien sûr qu'ils sont conscients, qu'est-ce que vous croyez? Et c'est curieux, mais la plupart des terroristes comme Merah et d'autres, on se rend compte, on réalise finalement qu'ils étaient suivis. Salut Omar. Ils étaient suivis, en tout cas surveillés. Vous avez des dossiers au sein des services secrets. C'est curieux quand même. Mais bon, j'ai déjà traité cette question, peut-être qu'on y reviendra. Mais vous connaissez mon opinion, le terrorisme à cette grande échelle ne peut être qu'une manipulation des services secrets occidentaux et du Mossad. Bien. Donc, voilà. Et j'ai l'impression qu'on va repartir pour un nouveau round de négociations entre Israël et les Palestiniens. Alors, le dernier remonte à 2014. Alors, qu'est-ce qui se passe? Enfin, pour ceux qui ont un peu de mémoire, on a fait monter les enchères pendant 2 ans. C'est-à-dire, oui, je veux bien négocier si vous arrêtez la colonisation, si vous prenez des mesures pour les Palestiniens. Donc, il y a des pressions sur les Palestiniens, les Israéliens font la tête. Et puis, il y a un suspense terrible. Est-ce qu'ils vont négocier?
Et finalement, on commence un round de négociation. Merci, petit bras. Bonsoir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils sont les délégations israéliennes et palestiniennes se sont réunies pendant 1 an. Je ne sais pas si vous réalisez, 1 an. Après, évidemment, 20 ans de négociations des accords d'Oslo. Et puis, les Israéliens leur disent, bon, il faut reconnaître l'État juif, qu'Israël est un État juif. Bonsoir Esteban. Et les Palestiniens disent, écoutez, nous, ça ne nous regarde pas, on veut discuter des frontières. Non, 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 les frontières, on verra ça une fois que vous aurez reconnu l'État juif. Bon, ça traîne, ça traîne, ça traîne, et au bout d'1 an, on se rend compte finalement, on n'est pas d'accord. Et alors on se quitte, on se dit, bon, ben, à la prochaine. Et les Israéliens continuent à coloniser, ils prennent des terres, ils font ce qu'ils veulent en Palestine, et puis il y a un blocage. Alors, bon, la communauté internationale, Obama avant, aujourd'hui, Hollande hier, aujourd'hui Macron, etc., ils disent, bah, il faut quand même reprendre et tout. Donc ils poussent. Mais on a déjà vu le film. Hein. Mais, vous savez, c'est comme les élections. Hein. Les élections, à chaque fois, ils nous font le coup. C'est-à-dire, ils nous disent, vous allez voir, cette fois, ça va changer beaucoup de choses. Il y a des jeunes, il y a de nouvelles têtes, et patati patata. Et après, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Donc, quel aurait été finalement, vous savez qu'entre l'Égypte et Israël, lorsqu'ils ont signé l'accord de paix, ça leur a pris 6 mois. Et pourtant, c'était très difficile parce que Israël devait restituer tout le Sinaï jusqu'au dernier centimètre carré, définir l'établissement des relations diplomatiques, etc. Enfin, toutes les questions, c'était énorme. En 6 mois, ils avaient trouvé la solution. Pourquoi? Parce qu'on connaissait les bases du règlement. Et là, il s'agit, disons, de se répartir la Cisjordanie, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Les Palestiniens n'auront jamais ni Jérusalem et ne récupéreront que le tiers éventuellement de la Cisjordanie. Mais c'est trop pour Israël. En fait, quel est le plan d'Israël? Le plan d'Israël, c'est de faire traîner. Je vous rappelle qu'au moment des accords d'Oslo, les Israéliens avaient 150 000 colons, inclus Jérusalem. Aujourd'hui, ils ont 650 000, peut-être même 700 000 colons. Bon. Ceux qui imaginent que les Israéliens vont faire sortir même un colon, je crois qu'ils se mettent les doigts dans l'œil et ils ne connaissent rien de l'idéologie sioniste. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite, à la conférence que j'ai donnée à Rabat, sur la nature du sionisme et sur l'impossibilité du sionisme à faire la paix, et sur la certitude absolue que j'ai affirmée qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. Voilà. Et donc, maintenant, on est en train de chauffer. On est, comment dire, c'est comme la bande-annonce. Est-ce qu'ils vont se rencontrer? Ce matin, j'ai entendu une radio juive qui dit des rumeurs circulent comme quoi il y aurait une rencontre Abbas-Netanyahou au mois de juillet. Mon Dieu, c'est le Messie qui va arriver. Comme si ça allait accoucher de quelque chose. Alors, je vous rappelle que les Israéliens et les Palestiniens, ils ont eu peut-être une vingtaine de rencontres. Vous savez, Arafat a passé 3-4 jours au Camp David en 1999, si mes souvenirs sont bons. Avec Bill Clinton, ils étaient enfermés dans un camp pendant 3 ou 4 jours, et donc ils se voyaient tous les jours, etc. Et ils n'ont pas trouvé de règlement. Pourquoi? Et ça, c'est la tactique israélienne. C'est-à-dire,
on dit, et les machines de propagande qui viennent avec. La machine de propagande sioniste s'est tout de suite mise en branle pour dire, Barak avait dit, j'ai offert 93% de la Cisjordanie à Arafat. Vous entendez ça? Il a dit, j'ai offert 93%. Et Arafat ne voulait pas. C'est incroyable. Montrez-nous les cartes, et vous, Monsieur Barak. Non, non, moi j'aurais voulu qu'Israël montre la carte des territoires qu'il voudrait rendre, même 50%, même, je sais pas, qu'il rende 30%, mais qu'il trace une carte. Jamais. Ça, c'est ça le génie sioniste, c'est qu'il entretient le flou. Bon, et donc, comme les médias, bon, vous connaissez les médias, dans la tête des gens, Israël a offert 93% et ces Palestiniens, non mais vraiment, c'est terrible, hein, ils veulent pas la paix. Et donc, et c'est ça qui a déclenché la deuxième intifada, avec les résultats que l'on sait, etc. Donc là, cette fois, Trump, il a annoncé déjà la couleur. C'est quoi? L'Amérique n'interviendra pas. Aucune puissance n'interviendra. Il faut laisser, je vais essayer de répondre Candice, de l'état profond. Il faut laisser les Israéliens et les Palestiniens négocier librement. Donc vous connaissez la fable du loup et de l'agneau. Hein. On va laisser le loup et l'agneau discuter de, vous savez, la fable de La Fontaine. Comment se répartir l'eau de la rivière. Donc ils vont trouver un compromis égal. Bon, les Israéliens occupent, ils ont déjà pris 60% de la Cisjordanie. Ils occupent à égalité 30%, et sur les 10% restants, ils peuvent rentrer comme ils veulent. Donc Trump a déjà annoncé la couleur. Débrouillez-vous, Israéliens et Palestiniens, trouvez un accord. Alors que si on voulait vraiment la paix, vous savez, il fut une époque où on réunissait des conférences internationales. Par exemple, la conférence de 1885 sur le traité de Berlin, le traité de Versailles, etc. Enfin, toute l'histoire de la communauté internationale est jalonnée de ces conférences internationales. Une conférence internationale, c'est-à-dire Israël et la Palestine et les pays arabes, l'Amérique, la Russie, la Chine, et on trouve un compromis. Mais Israël a toujours dit « je ne veux pas de la conférence internationale ». Pourquoi? Parce que la conférence internationale, on met les parties devant, au pied du mur, on leur dit « bon voilà, il faut trouver un compromis, il faut partager ». Et donc, Israël a, disons, comment dire, pour amadouer les Palestiniens et les amener à la table des négociations, parce que c'est ça l'intérêt d'Israël, c'est que tous les 4-5 ans, on ouvre une période de négociation qui n'aboutira à rien. On peut parier tout ce qu'on veut, mais il faut bien entretenir l'illusion. Bon, Abbas fait sa vierge effarouchée. Non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Mais en fin de compte, il va y aller parce qu'il ne peut pas faire autrement de toute façon. Et donc, pour attirer les Palestiniens, ils ont dit, bon, on va libéraliser un petit peu le passage dans les checkpoints. On va ouvrir pendant 24 heures la frontière avec la Jordanie. Enfin bon, des petits trucs qui, en principe, devraient exister depuis longtemps. Excusez-moi.
Bref, que veulent les Israéliens? J'avais dit dans la vidéo un truc très important. Sur la terre de Palestine, il ne peut y avoir qu'un seul nationalisme. Ce sont les sionistes qui ont établi cette règle. C'est-à-dire, sur cette terre de Palestine, qui va du Jourdain à la Méditerranée, il ne peut pas y avoir deux nationalismes côte à côte. Et donc Israël a tout fait depuis 1947 pour écraser, éliminer le nationalisme palestinien. Et je vais vous en donner l'illustration que j'ai donnée dans la conférence. C'est que dès 1947, il y avait le plan de partage. Même s'il y a eu la guerre de 1948, enfin oui, le nettoyage ethnique, les Palestiniens avaient quand même une bonne partie de la Palestine qui aurait pu leur revenir et construire un État en attendant. Sauf que les sionistes très malins et les Arabes très cons, enfin les chefs arabes, notamment le roi de Jordanie, le roi de Jordanie a signé un accord secret avec les sionistes en 1947, donc un an avant la création d'Israël, disons, bon, écoute, voilà, on va se partager la partie qui revient aux Palestiniens. Voilà. Donc, s'il n'y a pas eu un État palestinien en 1948, en tout cas sur la partie qui revenait aux Palestiniens, c'est la faute à la Jordanie. Il ne faut jamais oublier que les Palestiniens, ils ont été trahis par tout le monde. Et ils sont en train d'être trahis aujourd'hui, c'est formidable. Aujourd'hui, les Arabes, j'ai entendu la dernière et on m'a certifié que c'était exact, que l'Arabie Saoudite serait prête à normaliser ses relations avec Israël, pas en échange d'un accord avec les Palestiniens, non, c'est trop demandé. Juste qu'Israël donne sa parole. Bon, vous connaissez la parole des sionistes, vous savez ce qu'elle vaut. Juste que les sionistes disent on va arrêter la colonisation. Pas trop, mais on va l'arrêter quand même. Juste ça. Et l'Arabie Saoudite normalisera ses relations. C'est dire à quel point les Arabes sont dans une situation de soumission quasi totale vis-à-vis de l'Amérique et d'Israël. Et c'est ça qui me frappe, c'est que, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris conscience, que le monde arabe a vraiment sombré depuis 30 ans. Je veux dire, il y avait vraiment une grande résistance politique, idéologique contre le sionisme. Et maintenant, bon, bah, les États arabes ont peur de plusieurs choses. Et vous savez que les États arabes, j'avais écrit un papier, quand il y a eu le coup d'État en Égypte, sont dirigés par des mafias, des castes, dont le seul souci est de maintenir leurs privilèges. Ils ne sont pas élus, ils ne sont pas démocratiquement élus, donc ce sont des politicards ou des militaires qui pillent le pays au bénéfice de l'Occident, et donc ils veulent être sûrs d'avoir leur fortune, qu'ils planquent à New York, à Genève et à Paris. Donc ils sont prêts à tout. Deuxième menace qui pèse sur les pays arabes, c'est la dislocation à l'irakienne, ou à la syrienne, ou à la libyenne. Peut-être leur tour viendra. Hein. Vous savez, c'est l'Algérie, le Maroc, l'Égypte, l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, ils s'aplatissent en priant Allah, je ne sais pas, ou le dieu dollar, ou l'étoile à 6 branches, bleu et blanc, en priant de garder leur état comme il est, mais ce n'est pas sûr. Après tout, pourquoi on leur ferait cette fleur? Je sais pas. Donc moi, à leur place, j'aurais les pires craintes. Ce qui est terrible, c'est
comment dire, la démission, enfin, c'est pire que la démission, c'est la lâcheté, la trahison des dirigeants palestiniens. Il y a une caste comme ça, une nomenclatura de peut-être quelques milliers de personnes qui font semblant de résister. Ils répètent comme des ânes. Nous voulons le retour aux frontières de juin 67 avec Jérusalem pour capitale. Je sais pas, moi quand j'entends ça, j'ai envie de rigoler parce que et les sionistes doivent rigoler aussi. Parce que, enfin, je veux dire, ils n'auront jamais, enfin, de toutes les façons, pour moi, il n'y aura même pas un Bantoustan. Tout ce qu'ils peuvent espérer, oui, vous avez raison, c'est un tableau de Klimt. Voilà, je ne sais pas s'il est moins compliqué à comprendre. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'en fait, les Palestiniens auraient eu une carte à jouer, fantastique, en brisant cette fiction qu'il existe ou qu'il va exister un État palestinien. Et en dénonçant les accords d'Oslo et en disant allez-y, prenez tout et puis qu'on en finisse. Voilà. Et il se trouve quelques dirigeants et une nomenclatura qui acceptent malheureusement de jouer le jeu et qui maintient cette fiction. Bon, ça peut durer, je sais pas, 1 an, 5 ans, 10 ans. Moi, je pense que le sionisme n'a aucun avenir dans cette région. Personnellement, c'est ma conviction profonde. Le sionisme, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai pas pu développer, c'est une idéologie de guerre. Le sionisme ne peut pas vivre dans un pays pacifié, tranquille, sans une armée puissante, sans des services secrets omniprésents, sans le racisme, sans l'apartheid à l'intérieur. Vous savez, en Israël, il y a 25% d'Arabes. 20-25% d'Arabes. Pour ceux qui connaissent, enfin bon, on n'est pas obligé de connaître, mais Israël a réussi le tour de force, c'est extraordinaire, d'avoir 20 à 25% d'Arabes et qu'on ne voit jamais. Vous vous baladez dans les villes juives, c'est-à-dire Tel Aviv, Haïfa, Haïfa, il y a un petit peu d'Arabes, mais toutes les villes du centre, les Arabes sont relégués quelque part et on les oublie. Vous regardez les médias, vous écoutez la musique, enfin tout Israël est juif. Vous avez un système scolaire séparé. C'est-à-dire, il y a un système scolaire arabe et un système scolaire juif. De la crèche jusqu'au bac. C'est-à-dire que les juifs et les arabes n'ont aucune chance de se croiser. Je vais répondre à Karim tout de suite, parce qu'il me pose une question qui rentre dans le... Il me dit, c'est vraiment alarmant, etc. Comment de voir le comportement de ces pays arabes. Comment faire, selon vous, pour changer un peu les choses? Je crois qu'il faut dénoncer comment dire, la soumission des dirigeants arabes à l'idéologie sioniste. Il faut dénoncer la soumission de l'autorité palestinienne. Il faut dénoncer l'illusion, la fiction d'un État palestinien. Il faut dénoncer la trahison des dirigeants palestiniens. C'est-à-dire, il faut que les gens comprennent, il faut que ça leur rentre dans la tête, qu'il n'y aura jamais 2 États, que la solution à 2 États, c'est une arnaque. C'est juste une manière qu'ont trouvé les sionistes de faire admettre leur domination totale et progressive sur la Cisjordanie.
C'est ça qu'il faut arriver à faire admettre. Vous savez, moi, j'ai une sale réputation au Maroc, comme dans les milieux palestiniens en France. Mais c'est pas grave. Mais même au Maroc. Pourquoi? Parce que je dénonce cette arnaque. C'est-à-dire que les gens, les médias, les hommes politiques, etc., s'accrochent à cette idée comme à une bouée de sauvetage. On veut la paix, on veut 2 États. Et moi, je dénonce ça, je leur dis, il n'y aura jamais 2 États. Voilà. Et c'est ça que les gens ont peur d'entendre. Et je voudrais que cette idée soit répandue et matraquée pour que les gens saisissent qu'il n'y aura jamais un État palestinien à côté d'Israël. Voilà. Et je voudrais que toute la propagande, enfin que toute l'information soit dirigée dans ce sens. Et donc, ce qui est terrible, c'est que, voilà, non, je reviens à l'apartheid. Israël est un État militarisé. C'est un État de propagande intense. Enfin, je ne sais pas, regardez des vidéos où il y a des bébés, enfin, de 3-4 ans. Les drapeaux, ils apprennent à manier les armes à 6 ans, 7 ans, enfin, des fausses armes, mais à 10, 12 ans déjà et tout. Donc, ils sont préparés à la guerre. Et le gouvernement, les autorités entretiennent cet état de guerre, de haine. S'il y a la paix, les Juifs et les Arabes vont se mélanger. Vous imaginez la catastrophe? C'est terrible. Il y a un tel état d'esprit. Enfin, moi, j'ai entendu, j'ai beaucoup de familles là-bas, de connaissances. La hantise, on a introduit dans l'esprit des Israéliens juifs que la plus grande catastrophe serait, par exemple, qu'un de leurs enfants, qui aurait 15 ans, sorte avec un arabe ou une arabe. Tellement ils ont été élevés dans la haine et le racisme. Et c'est cet état que les dirigeants ne veulent pas lâcher. En fait, je ne sais pas si, voilà, je me fais comprendre. Évidemment, bonsoir Christophe. Oui, c'est Israël le problème. On essaye de trouver le moyen. En fait, ce qu'il faudrait dans notre, comment dire, tentative d'information, de propagande, c'est de taper là où le bas blesse, c'est-à-dire de montrer l'apartheid israélien, la propagande israélienne, comment ils roulent les Palestiniens dans la farine, comment ils trahissent tous les idéaux de paix, etc. C'est ça en fait la propagande. C'est pas de, je veux dire, il faut être aussi malin que les sionistes. Enfin, essayez parce que ils sont très malins. Ceci étant dit, les Israéliens ne pourraient jamais faire la paix. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent avaler la Cisjordanie. Et après tout, vous savez, même l'Arabie Saoudite, la Ligue arabe, se contenterait, comment dire, d'un petit Bantoustan pour les Palestiniens. Vous savez, les Bantoustans, en Afrique du Sud de l'apartheid, le régime avait offert, entre guillemets, aux Noirs, aux masses des Noirs, des réserves, comme les réserves des Indiens, qu'on appelait Bantoustan, et qui étaient indépendants, enfin autonomes. Voilà. Et donc, il n'y a plus d'apartheid, puisque on a relégué les Noirs dans ces réserves. En fait, l'idéal pour Israël, à mon avis, c'est à peu près ça, c'est-à-dire d'arriver à affaiblir tellement les Palestiniens, parce qu'ils les poussent à partir aussi. Ils détruisent leurs terres. Aujourd'hui, il y a très peu de terres agricoles, d'eau livrée. Je crois que les Palestiniens ont dû perdre les 3/4 de leurs fermes, de leurs terres agricoles, de leurs terrains même. Donc toute possibilité d'expansion, de faire des échanges est vachement limitée. Ils sont étranglés économiquement.
on ne leur permet pas de construire. Même par exemple, parfois l'Europe construit des baraquements, etc. Les Israéliens viennent les détruire. Voilà, ils sont les plus forts. L'Europe proteste. Bon, et voilà. En fait, c'est ça le drame, c'est que l'Europe, elle est tétanisée par la puissance et l'arrogance israélienne qui leur ressort le truc de l'antisémitisme. Ah, la Shoah. Oula, attention, attention, c'est grave. Entre parenthèses, vous savez qu'il y a eu 4 candidats recrutés par le parti de Macron, que le CRIF a dénoncé comme antisémites, parce qu'ils sont, en fait, ils ont fait des critiques contre Israël, mais pour le CRIF, ce sont des antisémites, et donc Macron les a éliminés des élections. Mais, vous savez, il faut pas désespérer. Parce qu'en fait, il y a tout un mouvement qui monte des profondeurs en Allemagne, en France, en Angleterre, etc., même aux États-Unis, dans toute l'Europe, contre cette domination, contre cette arrogance judéo-sioniste. Vous imaginez tous ces journalistes qui ne peuvent pas ouvrir leur gueule, tous ces hommes politiques qui ne peuvent pas critiquer Israël, sinon ils ne peuvent pas se présenter à des élections. Ce pouvoir israélien qui domine, qui menace. Eh oui, Samir El Ayashi me dit bon, je vais répondre à l'islam et Samir El Ayashi. Justement, c'est ça le problème pour Israël. Il me dit faire la paix, c'est se suicider idéologiquement. Et c'est ça le problème pour Israël. Israël est comment dire, c'est un avant-poste, c'est comme un porte-avions. Enfin, je suis allé plusieurs fois, c'est un pays en guerre, il est en permanence sur le pied de guerre. Vous vous baladez en Israël, il y a partout des soldats avec leurs armes, ils font le service militaire de 3 ans, tous les adultes retournent 1 mois par an, etc. Ils ne parlent que de ça, de guerre, de coups des services secrets, etc. Et en plus, ils ont un mépris énorme pour les Arabes. C'est ça, moi j'essaie d'expliquer aux Arabes, je leur dis, mais juste essayez, apprenez l'hébreu ou même en français ou en anglais, regardez comment les Arabes vous méprisent. Comment un Arabe peut... Vous savez, il y a beaucoup de Marocains maintenant qui vont en Israël, étudier ou visiter, et qui reviennent enchantés. Enfin, c'est terrible, c'est malheureux. Sans compter les Berbères que le Mossad essaye de soulever contre le pouvoir, pour diviser le Maroc et l'Algérie, par exemple. Il y a cette fascination quand même qu'Israël a réussi à créer dans les populations, enfin, dans certaines couches de la population arabe. Donc Israël ne peut pas se permettre de désarmer intellectuellement, idéologiquement, politiquement, parce que c'est un pays, s'il est en paix, il se dissoudrait dans l'ensemble. Je ne sais pas si vous saisissez cette idée. Il se dissoudrait. Et donc, pour les dirigeants, pour la classe dirigeante, ce n'est pas possible. Donc, il faut entretenir la haine, il faut entretenir la guerre. Israël a toujours refusé toute solution pacifique. Toujours. Évidemment, ça les arrangeait quand les Arabes disaient « on ne veut pas d'Israël ». Ah, ça, c'était magnifique. Et quand les Arabes ont dit « ok, on va faire la paix, tout ce que vous voulez, mais rendez les territoires », là, les Israéliens étaient coincés. Et donc, c'est vrai que ça serait un suicide idéologique, comme dit l'islam, j'espère que je prononce bien. Mais c'est ce qui arrivera, c'est-à-dire à un moment donné, Israël va continuer dans l'arrogance, la domination,
l'expansion, parce que je suis sûr et certain qu'un jour, Israël voudra conquérir l'est du Jourdain. Et à un moment donné, ça deviendra intenable, intolérable. Et pour répondre à Samir Ayashi, je pense qu'un jour, si Israël est acculé, c'est-à-dire est acculé pas militairement, aucun pays ne peut battre Israël militairement, c'est-à-dire aucun pays de la région. La suprématie israélienne sur le plan militaire et de renseignement, etc., elle est incroyable. De toutes les façons, tous les pays arabes ont été affaiblis ou divisés ou détruits, etc. Ce qui peut arriver à Israël de pire, c'est justement d'être obligé politiquement de céder face aux Palestiniens, c'est-à-dire de faire soit un État commun, soit de céder une partie, etc. Enfin, c'est-à-dire de se laisser entamer politiquement dans sa puissance. Et d'être obligé, par exemple, de vivre avec côte à côte un homme, une voix, etc. Et là, j'ai déjà dit ça, que les Israéliens, aujourd'hui, étant donné la classe qui va arriver, c'est-à-dire religieuse, mystique, messianique, fasciste, extrémiste, ce sont des fous de Dieu. Vous savez, certains musulmans ont dit des fous d'Allah. Là, ce sont des fous de Jéhovah ou de Dieu tout court. Et ils sont capables, pour répondre à Samir, et certains l'ont dit, hein, c'est-à-dire ils ont l'esprit Masada, c'est-à-dire si on doit disparaître en tant qu'État, pas un massacre, si on doit disparaître en tant qu'État, eh bien l'Europe paiera, ou d'autres pays. Il y a 200 ogives nucléaires qui se baladent dans des sous-marins, en mer Méditerranée, en mer Rouge. Je pense que les dirigeants européens ne doivent pas très bien dormir, mais bon, vous savez, l'humanité n'a jamais fonctionné de manière raisonnable. Bon. Je voudrais répondre à quelqu'un qui m'avait posé la question sur l'état profond. Et en fait, l'état profond, c'est quoi? Ce sont, c'est pas l'état profond, c'est pas la classe politique, c'est pas les dirigeants politiques. Prenons par exemple George Bush et le 11 septembre. Il est probable que George Bush n'était même pas au courant de ce qui allait se passer. Du coup, monté. L'état profond, c'est quoi? C'est-à-dire que des responsables de la CIA, des banques, des militaires, des services de renseignement, vous savez, je crois qu'il y a 1 million d'agents des services de renseignement aux États-Unis. Enfin, je sais pas, il y a des dizaines et des dizaines de services, la NSA, enfin la CIA, enfin bon, c'est un monde, la NASA. Donc, probablement une bonne partie de ces forces, à un moment donné, se rencontrent et se disent comment, je parle de l'Amérique, l'état profond, c'est-à-dire ceux qu'on ne voit pas, c'est pour ça qu'on l'appelle l'état profond, ceux qui tirent les ficelles, ceux qui détiennent du pouvoir, militaire, économique, financier, aérien, du renseignement, bancaire, etc., pétrolier, arrivent à l'idée suivante. Il faudrait, vous savez que les États-Unis ont toujours été en guerre. C'est un pays qui peut pas, c'est un pays qui dépense 600-700 milliards de dollars par an en dépenses militaires. C'est un pays qui a, je sais pas, un demi-million de soldats ou 1 million dans le monde. Ils ont des bases militaires partout, 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 partout. Au Japon, en Corée, enfin, ils ont des bases militaires partout. Et donc, il faut, je vais vous donner un exemple. L'Afghanistan. Ils ont
chasser les talibans en 2001, après le soi-disant 11 septembre. Ils ont pris l'Afghanistan en disant on veut rétablir la démocratie. Et un pays, ben, il n'avait qu'à le faire. Tous ces milliards, tous ces dizaines, centaines de milliards qu'ils ont dépensés pour entretenir l'action militaire, ils auraient pu créer des hôpitaux, des routes, etc. Et puis l'Afghanistan aurait été pacifié en 6 mois, 1 an. Pourquoi ils ont continué à bombarder, etc. Jusqu'au point de créer une résistance. Ça fait maintenant 15-16 ans. Parce qu'il faut entretenir la machine de guerre. Donc l'État profond se dit, en 2000, bon, qu'est-ce qu'il faut inventer pour relancer la machine? Probablement, les Israéliens leur ont suggéré de repartir en Irak, de relancer la guerre en Irak, etc. Donc il fallait un coup. Donc ils ont monté, l'État profond a monté l'histoire du 11 septembre. Bon, je ne vais pas vous faire, il suffit d'aller voir les vidéos. Bon, je pense qu'elles expliqueraient mieux que moi enfin, toute l'histoire du 11 septembre. Donc c'est ça l'État profond, c'est-à-dire que faire des actions, même contre le pouvoir politique, contre le gouvernement, ou sans qu'il le sache, pour amener ce gouvernement à prendre les mesures qu'ils veulent, que l'État profond veut. Bon, donc l'État profond en Amérique à l'époque, c'était Dick Cheney, enfin, et les néoconservateurs, etc. Enfin, avec des militaires. Donc c'est ça la notion d'État profond. Et donc, prenons par exemple Trump. Trump, il avait des idées à lui, en politique étrangère. Ça veut dire dialoguer avec la Russie, se désengager de la Syrie, des guerres au Moyen-Orient. Il n'était pas très chaud pour soutenir Israël, si vous vous souvenez. Mais, une fois élu, ben, l'État profond s'assure d'une manière ou d'une autre, hein. Ils peuvent très bien aller lui dire, soit on a des dossiers, soit carrément le menacer. Vous savez, les Américains, il y a eu je ne sais pas combien de présidents qui ont été assassinés, donc c'est un jeu d'enfant pour eux. Il y a toutes sortes de moyens de pression. Vous savez, on ne peut pas imaginer, quand on a la CIA sur le dos, en fait, toutes ces machines de guerre. Et donc, Trump a été obligé de composer. Voilà. Et on dit, Trump a changé. Enfin, je ne sais pas s'il a changé. Pourquoi il changerait? Il avait des convictions, mais il n'a pas les mains libres. C'est-à-dire, voilà, ça c'est l'action de l'État profond. C'est une bonne notion à connaître parce qu'en fait, elle explique pas mal de choses sur les déroulements de certains événements en dehors de la classe politique traditionnelle. Avec tous ces attentats qu'on voit aujourd'hui, voilà, c'est-à-dire on entraîne la classe politique, on entraîne les dirigeants là où on veut qu'ils aillent. Et nous, on peut pas, enfin, en simple citoyen, on ne peut pas se rendre compte. Mais quand il y a tous ces hommes qui, avec des intérêts économiques, financiers, militaires, d'espionnage, etc., et qui ont les médias. Il ne faut pas oublier que, vous savez, il fut un temps, il y a 30-40 ans, les médias étaient indépendants. Le Monde était indépendant, le Figaro était indépendant, etc., etc. Enfin, aujourd'hui, tous les médias appartiennent soit à l'État, ou plus généralement à des intérêts privés. Bon ben, oui, c'est bien Pierre François.
une bonne remarque. Donc voilà, on a affaire, bon, au moins nous, on a cette chance aujourd'hui, jusqu'à quand elle va durer, je ne sais pas. Mais imaginez, moi j'ai connu, enfin avant, il y a 10 ans, et avant, mettons, quand on avait des idées comme maintenant, comme aujourd'hui, je n'avais aucun moyen de les diffuser, sauf à une dizaine de personnes maximum. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à YouTube, etc., moi, des dizaines d'autres, des centaines d'autres, des milliers, peuvent s'exprimer, échanger, répondre à les idées. Je pense que si Internet, YouTube, etc. existaient en 2001, je crois qu'ils auraient hésité à faire le 11 septembre, à mon avis. Parce qu'ils ont pensé, bon, ça va pas, les gens vont être tellement tétanisés, ils n'ont aucun moyen de savoir. Alors que là, franchement, quand on revoit cet avion en carton qui rentre comme dans du beurre dans la tour, attendez, c'est presque un film de Charlie Chaplin. Bon, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Écoutez, si, bon, la prochaine, on essaiera de se retrouver la semaine prochaine. Si vous avez des... Ah ben oui, il y a une censure qui se met en place. Pierre Jovanovic, par exemple, on lui a interdit, on lui a fermé son compte Wikipédia, son compte Facebook. À propos, moi j'ai 3 comptes Facebook. Alors, chaque année, à peu près une fois par an, on me demande un contrôle d'identité. Bon, pour ceux qui connaissent mon deuxième compte, Jacob Cohen, je suis habillé en impair, il a été fermé pendant 3 jours pour vérification d'identité. Bon, donc j'ai envoyé mon passeport, etc. Enfin, bon, mais c'est vrai qu'il y a, vous savez, il y a une loi qui va paraître en France, qui va être prise, qui va être adoptée sur l'interdiction de diffuser des fausses informations sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de sites qui s'appellent soi-disant comment dire, de désintox. Alors imaginez Libération, Le Monde et Arte qui mènent des combats de désintox. Vous savez, moi je connais des gens, je vous assure, enfin moi c'est terrible comment ça prend. Je pense à quelqu'un en particulier qui lit Libération, qui est un militant socialiste, etc. Et qui est relativement âgé, donc enfin je veux dire, il connaît la politique. Et un jour je lui ai dit, mais enfin, tu regardes un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et là, l'homme, mais totalement ahuri, me dit, comment les réseaux sociaux? Mais jamais, jamais. Voilà. Donc, la propagande, elle marche. Il ne faut pas croire. Vous savez, je pense que les 3/4 des gens en France et ailleurs sont sensibles à la propagande du système. Nous avons peut-être 20% dans cette marge. Donc, il faut essayer d'en profiter. Il faut rediffuser les vidéos. Il faut créer des pages Facebook. Par exemple, je sais pas moi, je lance une idée, lancer des pages Facebook sur comment dire, l'illusion des 2 États, l'arnaque des 2 États, la fiction des accords d'Oslo. Je sais pas, par là, par exemple. Et je sais pas, invitez vos amis à partager cette page. Nourrissez-la de vidéos. Voilà, j'invite chacun d'entre vous à faire un petit peu, chacun à sa façon, voilà, créer une page, voilà, je sais pas, mettez quelques vidéos, partagez-la. Donc, et oui, Candice, mais c'est eux qui ont le pouvoir. Pas oublier quand même que
Facebook, il est détenu par, mettons quelqu'un, enfin bon, je dis plus rien. J'ai déjà assez de problèmes de temps en temps avec Facebook. J'ai pas envie d'avoir d'autres problèmes. Que pensez-vous de BDS? Ben, BDS, c'est très bien. Vous savez, la plus grande crainte d'Israël, c'est justement le boycott. Ça aussi, je vous encourage beaucoup à partager les travaux de BDS, etc. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, enfin probablement. Et si vous avez des remarques ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Et donc, je vous dis à bientôt, très heureux de vous avoir retrouvé et bonne soirée.